C'est bon, parfait. Bon, donc on va recommencer un peu rapidement. Donc, bonjour à tout le monde. Merci d'être là ce soir justement pour toutes les questions et les réponses concernant les différents crédits d'impôt qui existent pour les personnes handicapées. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec ça. Donc, aujourd'hui, ce qu'on veut faire pour vous, on vous explique grosso modo on est qui, qu'est-ce qu'on est, pourquoi on répond à toutes les questions qu'on voit là, c'est quoi ce groupe-là, qu'est-ce qui se passe avec tout ça. On va vous présenter c'est quoi les différentes aides qui existent. On a reçu déjà plusieurs questions, donc on va y répondre. Et également, vous avez directement dans le haut, si vous voulez, il y a une section qui s'appelle Q et R. Ça permet de poser directement les questions là-dessus. On va pouvoir y répondre au fur et à mesure au travers de la rencontre. Donc, on va répondre à toutes vos questions principales qu'on reçoit quotidiennement via le groupe. On va vous répondre en directement également par après. Ça va être des questions en temps réel. Puis par après, on va faire un résumé qu'on pourrait partager sur le groupe tout simplement pour tout le monde. Donc, n'hésitez vraiment pas si vous avez des questions, n'importe quoi qui concerne les crédits d'impôt, les aides qui existent pour les personnes atteintes de limitations. On est là pour ça. Donc, rapidement, on va se présenter. Moi, mon nom est Patrice Thériault. Je suis un des directeurs directement de chez RAM Québec. Je m'occupe plus du volet de l'accompagnement au niveau des services financiers. On a notre présence également, Ben. Je vais te laisser te présenter également. Bonjour, moi je suis Ben Abdelali Benzakour de mon nom complet, président chez RAM Québec, fondateur. C'est une entreprise, dans le fond, qu'on a démarré il y a environ un an pour accompagner les familles du Québec qui étaient aux prises avec des handicaps ou des invalidités non reconnues. Souvent, tous les documents fiscaux qui doivent être remplis par les corps médicaux sont lourds et accablants. Personnellement, j'ai traversé ça avec ma famille il y a plusieurs années. Donc, on a vraiment développé une expertise pour être capable d'accompagner à peu près tous les types d'invalidité ou d'handicap. On a vu des centaines, voire des milliers de dossiers. Donc aujourd'hui, on est vraiment apte à répondre à peu près à n'importe quel type de clientèle. Merci. Fait que dans le fond, nous, notre but, c'est vraiment accompagner la personne de A à Z sur toutes les aides qui existent pour rendre ça simple. Vu qu'on a vécu toutes les difficultés possibles, on le connaît bien, le scénario par quoi vous passez au travers également. Pour ça, on s'est dit, on va garder ça simple. On va garder ça simple. En plus, on va se présenter rapidement pour savoir qui fait quoi là-dedans. C'est que quand tu vis un handicap, quand tu atteins, tu as des limitations. Puis quand on dit handicap, c'est au sens large, là. Ça peut être autant physique, mécanique, là. Il manque un bras, il manque une jambe, il y a des affaires qui sont assez évidentes. Ça peut être au niveau médical également. Par exemple, le diabète. C'est un dieu d'handicap, le diabète. Parce que si tu ne te traites pas, ben, il y a des conséquences assez graves qui vont venir avec ça. Puis comme ça peut être également au niveau psychologique, comme un trouble comme l'autisme, un TDAH, ça peut être reconnu comme des handicaps officiels là-dedans. Donc nous, ce qu'on fait, grosso modo, on fait ça en trois étapes pour vous garder ça le plus simple possible. On fait reconnaître dans un premier temps l'handicap. Ensuite, on fait notre magie au niveau de l'impôt. Puis après ça, on regarde tous les autres montants d'argent qu'on a droit à gauche et à droite. Donc, Ben, qui est avec nous autres, sa force, il va s'occuper de l'accompagnement. Fait que quand est-ce que vous allez le rencontrer pour pouvoir parler avec lui? C'est à ce niveau-là, vous allez regarder avec. On a la chance d'avoir avec nous Madame Marcoux. Vous vous présenter rapidement si vous voulez. Ben, moi, j'ai beaucoup d'expérience en fiscalité au particulier. Et puis, je suis beaucoup active sur le site, là, sur la page de CIPH. Puis, c'est des choses que j'aime beaucoup parce que pour moi, c'est important que les gens aient ce qu'ils ont le droit d'avoir, puis qu'on explique vraiment ce qui peut être, ce qui peut avoir. Fait que, avec RAM Québec, ben, on peut encore plus savoir comment faire pour avoir tout ce qu'on peut. Fait que c'est à peu près ça. Puis il n'y a pas à dire, vous êtes très présente sur les réseaux sociaux. Partout ce que je vois, ce qu'il y a des signes de pièce, vous êtes là en train d'aider du monde. Oui, Fait qu'on est bien bien parce que content de vous avoir avec nous, vous nous donner un coup de main également à ce les niveau-là. signes de pièces, c'est sûr, j'ai fait ma carrière dans une banque, fait que, puis après ça, OK? ben, en fiscalité. Fait que ça fait des signes de pièces. Je comprends. Puis moi, mon rôle, c'est plus au niveau de l'accompagnement, au niveau des services financiers. Donc, tu vas toucher les assurances, les placements, dont le REEI. Donc, dans l'ordre, ce qui est à savoir à ce niveau-là, il existe énormément d'aides au niveau financier, mais pour y avoir accès à n'importe quoi, il faut commencer dans un premier temps pour être reconnu. Donc, la première étape est vraiment essentielle parce que toutes les autres aides qui existent. Par exemple, là, il y a des affaires qui pourraient être évidentes. Quelqu'un qui n'a pas de jambes, c'est évident, c'est un handicap. C'est évident peut-être, mais le gouvernement, comment il fait pour le savoir? Il ne regarde pas les factures, savoir qu'est-ce qui se passe pour dire si cette personne-là est reconnue handicapée ou pas. Donc, il faut une attestation, il faut une accréditation pour être reconnu avec un handicap. Puis on va le regarder ensemble, il est sur deux paliers. Il y a le provincial, il y a le fédéral.
Fédéral, Ben va vous donner plus d'informations là-dessus. C'est lui qui ouvre la porte à la majorité des aides qu'on peut aller chercher par la suite, dont le REEI, le régime enregistré épargne invalidité. On en parle énormément, mais pour vous donner une idée, là, on peut aller jusqu'à 90 000 de subventions juste à cette étape-là. À l'étape d'avant, juste au niveau des retours d'impôts qu'on peut aller chercher, il y a des montants substantiels qu'on peut aller chercher. Mettons, Ben, se donner une idée de même pour intéresser le monde, c'est à peu près quoi un montant qu'on peut aller chercher en retour d'impôt en moyenne? Ce qu'on voit souvent au bureau, on va parler exemple du CPH fédéral, on parle d'environ un peu moins de 13 000 sur 10 ans. Au provincial, le crédit d'impôt qui frappe beaucoup, c'est le crédit d'impôt pour proches aidants du Québec qui va aller donner un peu plus de 13 000 en rétroactif sur les 5 dernières années. Puis ce qu'on a remarqué chez RAM Québec, souvent, c'est qu'on va avoir un ou l'autre. Ou les deux, mais selon les revenus, parce que chacun des critères d'admissibilité pour ces programmes-là ont des revenus d'entrée, des revenus de sortie. Puis souvent, quand on perd un, on gagne l'autre. Donc souvent, on va dire qu'on va aller faire un dossier moyen autour de 12 000, mais souvent, on va aller chercher beaucoup plus. Là. Ça arrive, Patrice, qu'on est capable de qualifier des gens à la fois pour le crédit d'impôt pour le proche aidant, puis à la fois pour le crédit d'impôt remboursable du CIPH. Ce qui est aussi intéressant à savoir, je fais une parenthèse pour le provincial, c'est qu'au Québec, on a deux formulaires à remplir. L'attestation de déficience du Québec au provincial, qui va aller donner une compensation parce que le fédéral est comme coupé, si on pourrait dire, au Québec, puis on le récupère sur ce formulaire-là au provincial. Puis il est très important, ce formulaire-là, on va en reparler un peu plus tard. Parfait. C'est super intéressant parce que ce qui est à comprendre, là, c'est quand je dis qu'on a 90 000 du REI, ça se rajoute au montant que tu viens de dire. Là. Tout à fait. Puis il y a d'autres crédits qu'on va parler tantôt. Euh, Peut-être une des légendes urbaines que j'ai envie tout de suite de démêler, les redressements automatiques, c'est, c'est un calcul automatique du gouvernement pour juste appliquer quelques lignes de crédit. Mais il n'ira pas remplir les annexes, il n'ira pas faire les demandes de crédit additionnelles. Ça, Cécile en parle souvent. C'est important d'aller consulter un professionnel des redressements pour vraiment s'assurer de ne pas laisser. On a fait des dossiers, Cécile, j'imagine, Jacques, tu en as parlé. On a fait des dossiers qui étaient supposés être parfaits, puis on a trouvé plus de 12 000 dans le dossier. C'est important de consulter des professionnels. Les frais peuvent sembler des fois, quand on n'est pas habitué de payer un comptable de façon annuelle, ça peut sembler 100 cher, mais un 100 qui vous ramène 12 000 13 000 c'est un très bel investissement. Ça m'amène comme question, Mme Marcoux, est-ce que ça veut dire que tous les comptables sont capables de comprendre ça, font de leur poche facilement de même, le crédit d'impôt aux personnes handicapées? Ça devrait, ça devrait. Mais, tu sais, moi, en tout cas, depuis le temps que j'en fais, ça fait longtemps qu'on a su comment ça marchait, mais c'est peut-être pas tous les comptables. Puis encore là, il faut faire attention avec comptable parce qu'il peut être CPA, mais peut-être que c'est pas sa ligne d'expertise non plus de, tu sais, un comptable qui se spécialise en prix de revient ne sera pas nécessairement très, très apte à faire ce genre d'affaires-là pour les impôts des particuliers. Tu sais, en tout cas, Je comprends. ça prend de l'expérience, puis ça prend beaucoup de fouillage là, pour vraiment, faut s'intéresser à ça pour devenir à comprendre. C'est pas évident. Il y a Non, des parce que petits... plein de cas qui reviennent constamment, Cécile, comme on voit souvent, le cas classique. Maman va faire reconnaître son enfant handicapé, elle prend le crédit pour elle, elle ne travaille pas parce qu'elle s'occupe des enfants handicapés à la maison, puis là, le crédit ne sert à rien. Pourtant, si on l'aurait mis à papa, qu'est-ce que ça aurait donné, Cécile? Oui, mais c'est ça, c'est parce que le problème avec la personne qui demande le CIPH, quand le gouvernement va faire le rétro automatique pour l'impôt, je parle bien de l'impôt, là, Mhm. bon, ben là, il va s'arrêter au revenu, à la déclaration de la mère qui n'a pas nécessairement de revenus. C'est ça le problème. C'est parce que quand on le remplit, là, il y a une place dans le T2201 là, qu'on peut dire, y a-tu une autre personne? Puis je pense que ça, peut-être que les gens passent par-dessus ça, là. Parce que si on le fait nous-mêmes, après que le gouvernement c'est pour ça que c'est important de repasser par-dessus quand le gouvernement a supposément fait son automatisme, parce que ça se peut que la madame, elle n'avait pas de revenus, mais le gouvernement, il n'aura pas le mettre dans le père. Puis là, la madame, quand elle va le faire elle-même,
là, le monsieur va demander, puis toute la patente, là, tu sais, je veux dire, C'est c'est que le un peu. dossier n'est pas accepté pour monsieur à l'ARC parce que le formulaire T2201 on a mis madame. Fait que là, il faut Ben, produire, Patrice, un nouveau T2201. Pas pour prouver l'handicap, mais pour prouver qui s'occupe de qui. Puis ça, c'est je encore plus pense, compliqué au provincial. ouais, mais je pense que au niveau du T2201, si c'est la mère qui a tout fait pour le T2201, qu'elle, ça ne lui donne rien parce qu'elle n'a pas de revenus ou. En tout Mhm. cas. Fait qu'à ce moment-là, le père peut demander, là, il faut qu'il. Là, maintenant, parce qu'avant, dans mon temps, là, c'était pas ça. Avant, on pouvait appeler, puis ça, c'était Oui, facile de changer. Mais maintenant, là, tu sais, c'est pourquoi faire simple quand tu peux faire compliqué. Là, faut que le monsieur il envoie une lettre au gouvernement pour dire que oui, moi, je m'occupe de tel enfant, puis tatati, tatata. Puis une chose qui est bien importante aussi, c'est que dans le cas de parents séparés, si oui. le monsieur ou la madame, en tout cas, si un parent paye une pension alimentaire, Oui. il n'y a pas le droit au crédit pour enfants, le transfert du crédit pour enfants handicapés. Oh, Non, Puis c'est ça, déjà des déductions. Il n'y a jamais de double dip. Un autre phénomène du non, mais même si, genre, c'est les disons que gens la qui ont madame, des soins. Les gens qui ont des soins en résidence ou à la maison. Quand on reçoit pour 10 000 de soins, ça annule le crédit d'impôt pour personnes handicapées. C'est ah ben comme oui, deux banques qu'on a. On peut pas avoir un. En anglais, on appelle ça double dip. On peut pas avoir oui, 10 000 oui. de crédit d'impôt pour CPH, puis des soins de domicile pour une valeur de 10 000. C'est des petits règlements cachés, mais ça fait une grosse différence des fois, c'est ça, hein? Oui, oui, mais c'est ça. C'est sûr que quelqu'un qui est dans un CHSLD, il va prendre, parce que, tu sais, c'est comme 2 000, il va prendre son 24 Oui, 000 à prendre de son 10 000, là, tu sais. c'est ça. Mais juste avant, on va commencer par la base. Quelqu'un là, vient d'apprendre qu'il y a un handicap. Là, on commence par quoi? C'est quoi la première étape? C'est quoi le premier formulaire? À qui que je parle? Qu'est-ce que je fais? Moi, je viens de perdre la vue. Par quoi je commence? De qui j'appelle? Quel numéro de téléphone faut que je contacte? Ça, Mettons c'est Ben, le par gros quoi? nœud du problème. Ça, j'ai cherché longtemps. Moi, pour remettre simple, dans le fond, mes deux parents ont un diagnostic neurologique la même semaine. Mon père a un Parkinson, ma mère a une sclérose latérale primaire. Puis je me suis posé la question de Patrice. Pourtant, je connais plein de comptables à travers le Québec. Je connais toutes les OSBL. Donc, ça fait 25 ans que je fais du bénévolat. Puis ça m'a pris un an avec une amie médecin pour réussir à faire reconnaître mes parents. Puis ça a été immensément compliqué. Idéalement, ça serait d'aller à la clinique, prendre un rendez-vous, puis juste dire qu'on a un handicap, puis ça serait réglé. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il faut se procurer les formulaires soi-même, T2201, puis attestation de déficience du Québec. Après ça, c'est la course à l'admissibilité. Parce que Patrice, on peut peut-être faire une parenthèse, c'est quoi un handicap? Parce qu'il y a handicap, je sens que j'ai une pénalité dans la vie ou fiscale. La loi de l'impôt, qu'est-ce qu'elle dit? Bon, elle dit dans le fond qu'il faut avoir une déficience, ça veut dire un problème, idéalement avec un diagnostic qui cause une limitation sévère dans la vie quotidienne. Qu'est-ce que ça veut dire? On a des incapacités, on est incapable de le réaliser seul. Avec de l'aide, ça peut arriver. Ou on prend un temps excessif. C'est quoi un temps excessif au niveau fiscal? C'est on va comparer deux personnes du même âge, un avec une condition, l'autre sans condition. Puis si la personne qui a une condition prend 3 fois plus de temps, on parle d'à peu près, là, puis c'est 90% du temps. Le 90, on va revenir un peu plus tard à en parler. Ben là, on peut dire que la personne est handicapée. Puis des fois, on va dire que c'est pas suffisant. La personne marche 2 fois moins vite, mais elle a aussi des problèmes de confusion. Là, ça ouvre la porte à la catégorie double, les effets cumulatifs d'une déficience. Ça veut dire que des fois, oui, le monsieur ou la madame marche pas assez lentement. Par contre, elle a plusieurs autres problèmes dans sa vie quotidienne, entre autres, exemple, du brouillard mental, qui fait qu'elle a de la misère à retrouver ses souvenirs, elle a de la misère à retrouver ses mots de passe, elle cherche tout le temps ses listes, elle a une multitude de listes. Bref, quand on voit que les critères d'admissibilité se croisent, ben, on peut aller chercher d'autres critères d'admissibilité. C'est vraiment pas simple comme il te manque une jambe, tu es admissible. Moi et Patrice, on avait un dossier où on avait un unijambiste de 34 ans il manque une jambe depuis l'âge de 6 ans, puis il n'a jamais été admissible, puis il ne sera pas pour un bon moment encore au crédit d'impôt pour personnes handicapées. Il lui manque une jambe, mais il n'est pas handicapé. Au niveau fiscal, il ne l'est pas. Donc, quand on a des doutes sur l'admissibilité, moi, je pense que le meilleur réflexe, ça pourrait être de consulter une firme spécialisée comme RAM Québec, qui a des spécialistes qui ont vu des milliers de dossiers. Le premier rendez-vous est gratuit. Ils vont être capables rapidement de vous dire si votre dossier vaut la peine ou pas de mettre du temps là-dedans. Puis si ça ne vaut pas la peine, regardez c'est quoi apporter attention. Puis si ça vaut la peine, ben là, tous les détails vont être expliqués.
Comprends? Fait que là, dans le fond, si on se ramène à la base, c'est que c'est quoi un handicap? Ça dépend au niveau de l'impôt, c'est une chose. Moi, ce que j'aime Oui. ramener et tout, c'est qu'une invalidité et un handicap, c'est deux choses complètement différentes. Le diabète, là, en fait, en introduction, on en a parlé rapidement. Le monde sont étonnés que c'est reconnu comme un handicap. Si tu n'apprends pas ta pilule, si tu n'apprends pas ton insuline ou autre, ce qui t'attend, c'est la mort. C'est pas plus avancé que ça, là. Il va y avoir des complications, tout ça. C'est pas un choix, c'est pas une limitation. Je veux dire, c'est permanent et c'est perduré dans le temps. Ce qui amène qu'on peut avoir une invalidité qui ne cause pas un handicap. Par exemple, une dépression, un burn-out, c'est temporaire, c'est limité dans le temps. C'est une condition réelle, on ne l'invente pas, mais ce n'est pas un handicap. Ça ne perdure pas dans le temps. Même, ça peut durer une longue période de temps. Normalement, on revient de ça. Diabète, il n'y a pas de solution. Pas Dieu, il n'y a pas de solution à ça. C'est que ça perdure dans le temps. Une nuance qu'on peut avoir au niveau des handicaps, souvent on a déjà j'ai eu des questions là-dessus. Quelqu'un qui a une basse vision, mais qui met des lunettes, le problème, il est corrigé. T'es myope, t'as mis des lunettes, le problème est corrigé, t'es pas handicapé, pas au nom de la loi. Ce qui veut dire que si tu pourrais mettre un impact cochléaire et entendre soudainement aussi bien que n'importe qui, tu n'es plus limité. Donc, s'il y a une solution qui existe et tu n'apprends pas, t'es pas handicapé. Et ce que je veux amener une nuance, qu'il y a énormément de questions là-dessus, le TDAH. Si tu as un diagnostic de TDAH, c'est possible d'aller chercher le crédit d'impôt. Attention, est-ce que tu prends la pilule pour t'aider? Non, ça ne me tente pas. Ça ne te tente pas ou tu ne peux pas la prendre. Il y a des conditions. Des fois, on peut avoir une limitation physique. Je peux avoir des troubles de cœur. Je peux avoir quelque chose que si je prends une pilule, il va y avoir une complication. Là, OK, on va l'écrire sur le formulaire. C'est possible de le faire reconnaître. S'il y a d'autres effets qui viennent avec. Je fais le diagnostic, j'ai jamais rien fait avec ça, puis je suis aussi efficace que n'importe qui. Puis moi, par ego, je dis à tous les médecins, je n'ai pas de problème. Ben, tu ne l'auras jamais. Ton crédit d'impôt personne handicapée, tout va bien dans ta vie. Donc, ce qui est à savoir à ce niveau-là, une fois que tu fais reconnaître ton trouble, et tu es capable de distinguer que, écoute, j'ai une limitation, ben, je vais le faire reconnaître au moins. Là, on ouvre la porte aux autres affaires qui vont venir avec. Simplement. Là, l'autre chose, tu me dis un mot que je trouvais bien intéressant, là. On a parlé de aidant naturel, proche aidant. C'est quoi la différence entre les deux? Les termes. Mais c'est ça, je te laisse aller là-dessus. Parce que le, le fédéral, il dit aidant naturel. Au provincial, il dit personne proche aidante. Dans le fond, c'est la même chose, mais sauf qu'au fédéral, le crédit proche aidant, il n'est pas remboursable. Tandis qu'au provincial, le proche aidant, il faut que ta personne que tu aides, elle soit vraiment dans une situation où elle a besoin de toi. Tandis qu'au fédéral, en tout cas, tu me diras, Oui, Ben, c'est mais pas mal ça. j'ai beaucoup plus, c'est beaucoup plus lousse, comme je Subtil. C'est dirais. subtil. C'est subtil. Ben, c'est plus lousse pour la bonne et simple raison qu'il y en a bien qui l'ont pas parce que c'est un crédit non remboursable. Fait que ça Oui. les fatigue comme moins. Tandis qu'au provincial, c'est des sous que la personne reçoit. Fait que c'est pour ça que, tu sais, comme c'est important. Puis aussi, ce que je vois des fois beaucoup, pas mal passer sur les réseaux, là, c'est que faut que la personne habite, faut que les deux personnes habitent ensemble. Ce n'est Non. pas le cas. Tu sais, tu peux aider ta voisine. C'était pas le cas déjà, mais maintenant, ça l'est. Tu peux aider ta voisine, puis ça ne veut pas dire que tu vas être 24 heures par jour avec elle. Mais une fois ou deux par semaine, tu vas aller faire ses commissions, puis tout ça. Puis la personne proche aidante va avoir le droit à un montant. Mais encore là, il faut que la personne malade elle soit reconnue, puis que le médecin ait attesté qu'elle a besoin de quelqu'un pour s'occuper d'elle de temps en temps, sporadiquement. Puis quand on dit 365, ça ne veut pas dire qu'elle va être avec elle 365 jours. Ça veut dire qu'elle va être disponible pour l'aider 365 jours. Tu sais, il y a beaucoup de subtilités, là, tu sais. On parle Énormément. de crédit remboursable versus non remboursable. C'est pas tout le monde qui comprend la différence, là. Fait que, corrigez-moi, je me trompe. J'ai le droit. Cécile, vas-y. Euh, Cécile. Cécile. Remboursable veut dire que, écoute, j'avais zéro impôt à payer, ça me donnait 2000$, on me redonne 2000$ cash à la fin de l'année, je suis bien content avec ça. De l'autre bord, non remboursable, j'avais pas d'impôt à payer cette année, j'en ai pas de revenus ni rien. J'ai un crédit non remboursable de 2000. Bon, on fait zéro à payer moins 2000, ça reste zéro, là. J'ai pas Ça plus reste d'argent qui rentre. zéro.
c'est ça. Non, c'est parce qu'un crédit non remboursable, ça veut juste dire que ça réduit, disons que tu as un revenu de X qui dit avec un revenu de X, ça fait ça d'impôt, mais si ton revenu fait que ça fait pas ça d'impôt, ça fait moins que ton crédit, ben c'est ça, là. Tu sais, si ton crédit va te rapporter, disons, 300 pièces, ben c'est ça. Faut que tu aies 300 pièces d'impôt pour le mettre à zéro. Il ne peut pas être en bas de zéro. Tandis qu'au Québec, ben, c'est remboursable. Fait que peu importe ton taux d'imposition, c'est un crédit que tu as selon la situation. Parfait. Il y a une chose que je veux démystifier parce que je n'entends souvent parler. C'est pas l'impôt à la fin de l'année, c'est l'impôt total payé dans l'année. Fait que si à la fin de l'année, tu retires 100 pièces d'impôt, c'est pas ça qu'il faut regarder. Il faut regarder est-ce que tu as de l'impôt qui a été payé sur tes payes. Puis si oui, là, on est capable d'aller en chercher. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui mélange l'impôt de fin d'année qu'ils retirent versus l'impôt qu'ils payent sur leur talon de paye, là. Fait que, dans le doute, si je vous en supplie, allez voir un comptable, allez voir quelqu'un qui fait de l'impôt. Les logiciels, c'est génial quand on est un spécialiste, mais quand on est un amateur, on manque des choses vraiment importantes. Oui, mais c'est ça. Ce qui est important, c'est de voir, tu sais, bon, à telle ligne, là, c'est quoi ton impôt pour l'année, là, tu sais? Oui, Fait que si ton impôt pour l'année, là, est zéro parce que tous tes crédits que tu as enlevés avant, ça fait que tu n'as pas d'impôt. Fait que ton crédit CIPH, il ne donnera rien au fédéral, tu sais? C'est vraiment exactement. l'impôt que ton revenu global appelle, tu sais? Tiens, Ouais. je fais juste une parenthèse rapide sur deux crédits d'impôt qui sont remboursables puis qui sont débloqués avec le CPH puis l'attestation de déficience du Québec. On a l'ACT adapté puis on a la prime au travail adapté. Puis je veux juste aller voir, je me suis gardé une note ici sur la prime au travail. La prime au travail, ce qui est le fun, c'est que d'habitude, à 23 000, pas loin de 24 000, on sort, on n'est plus admissible puis on n'a pas une scène. Donc, souvent, les gens ne sont pas admissibles quand ils travaillent et qu'ils ont un handicap parce qu'on fait au salaire minimum un peu plus que ça. Par contre, quand on va être accepté, là, le seuil de sortie va passer à 39 000. Donc, la plupart des gens sont admissibles. Ils vont avoir un taux de réduction, mais ils vont être capables d'aller chercher, d'après mes estimés, ce que je vois couramment, entre 1000 et 1200 pièces. Sauf que c'est rétroactif. Et ça ne passe pas dans les redressements automatiques. C'est la même Ah, ben chose non. pour l'ACT. L'ACT va aller donner un bonus de 800 par année, mais ça, on va sur 10 ans. Hey, on commence à parler de beaucoup d'argent, là. Très important d'aller voir un spécialiste pour les redressements. Mais c'est parce que ce qui arrive aussi, c'est parce que quelqu'un qui travaille un peu, parce que maintenant, Oui. avec le revenu de base, tu peux travailler, sauf que pas parce que tu vas travailler que tu vas avoir un aussi bon ACT à cause que tu as du revenu de base aussi qui vient Oui. jouer dans tout ça, là, tu sais. Tout à fait. Mais quand tu es dans le rétroactif, Cécile, souvent c'était. Parce que moi, j'ai fait beaucoup de gens dans les usines adaptées. Souvent, les autres, ils n'ont pas le programme de revenu de base. Ils vont aller travailler 4 jours, 3 jours semaine au salaire minimum. Donc, ils étaient exclus de la prime au travail. Il y avait eu zéro. Mais quand on va retourner en rétroactif, puis là, ils deviennent admissibles à la prime au travail adaptée, ben là, ça tombe un gros gap. On est capable d'aller chercher tout l'argent Ouais. qu'ils n'avaient pas pris parce qu'il y avait eu zéro au crédit. Crédit d'impôt remboursable en plus. Donc, il y Ah a ouais. énormément d'argent à aller chercher. Oui. J'ai vu des Oui. dossiers, mon record, c'est 63 000 pour une petite famille, justement avec tous ces crédits-là combinés. Ah ouais. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses. Oui. Donc, question que j'ai qui est bien intéressante ici, faut pas que je me trompe. C'est quoi le diagnostic qui donne automatiquement droit à des aides? Y a-t-il des diagnostics c'est automatique versus d'autres? Non. On pourrait dire quelques-uns, là. Il y a le diabète de type 1 expliqué, je précise, parce que s'il n'est pas expliqué, tu coches juste diabétique type 1 avec le diagnostic, une signature, tu l'envoies. Mauvaise nouvelle, même si c'est automatique, il va être refusé. Parce que si tu n'expliques pas les effets dans la vie quotidienne, c'est fini. Si tu n'écris pas que ça va durer pour toujours, même si c'est incurable, c'est fini. Le gouvernement, il n'utilise pas la logique. Il utilise est-ce que c'est écrit sur le formulaire, oui ou non. Après ça, on a exemple la dialyse quand c'est au moins 2 fois par semaine à raison de 14 heures par semaine. Les traitements de chimiothérapie, les traitements de tout ce qui est au niveau des cancers. Dès qu'on va dépasser 2 séances à l'hôpital de 14 heures dans la semaine, ben on rentre dans le préadmissibilité automatique, Patrice. Mais encore là, il faut l'expliquer comme il faut, puis il faut prendre le temps de bien le détailler. Euh, c'est important. Diabète type 1, je devine, c'est à cause de la prise d'insuline. Ça veut dire que si j'ai un diabète type 2 avec prise d'insuline, je peux y avoir droit aussi?
Ça ne sera pas automatique, même expliqué. Il va vraiment falloir avoir des conditions encore plus lourdes dans la vie quotidienne. Parce que les jugements, pour faire ça simple, les jugements disent dans le fond que c'est un choix. Le diabète de type 2, c'est une mauvaise alimentation. Ça a été décidé par les tribunaux. C'est pas mon avis personnel, mais les tribunaux ont statué là-dessus. D'ailleurs, le jugement qui m'a le plus frappé, c'est une jeune fille de 65 livres qui était anorexique. Puis parce qu'elle refusait les traitements, ben, elle était refusée au CIPH, même si c'était en fauteuil roulant. Donc, les traitements, je vois la question dans le chat. Est-ce qu'un TDAH avec médication est non admissible? Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas admissible ou admissible. C'est avec la médication, reste-t-il des effets dans la vie quotidienne qui créent une limitation sévère? Si oui, maintenant on va aller évaluer est-ce qu'elle est au niveau d'une incapacité. Pour un TDAH, en général, non. Par contre, on peut avoir des pertes de temps excessifs au niveau de tout ce qui est de l'organisation de la vie quotidienne, la compréhension non verbale. Chaque cas est vraiment unique. C'est important de prendre le temps avec un professionnel, de faire le tour du formulaire, puis de passer question par question. Puis un professionnel, normalement, va vous donner des exemples concrets qui vont vous toucher tout de suite, puis vous allez être capable de développer autour. Vous n'êtes pas supposé avoir à imaginer qu'est-ce qu'il doit avoir dans ce formulaire-là quand vous êtes le patient. L'autre question, je me demande, est-ce que tu peux faire une demande de CIPH sans diagnostic? Oui, je l'ai vu. Je l'ai vu. Moi, honnêtement, chez RAM Québec, vu qu'on a un protocole interne complexe puis on fait vraiment très attention à qui on prend dans notre clientèle, on le fait pas. Par contre, dans les dossiers bénévoles que j'ai vus puis que j'ai fait, oui, il y en a. Il y en a. J'ai vu des tags passer sans diagnostic, mais les effets, c'est vraiment les effets dans la vie quotidienne. Si vous avez un professionnel de la santé qui est prêt à attester que vous avez réellement une difficulté dans la vie quotidienne, il y a des bonnes chances que ça pourrait passer. Puis si vous avez un professionnel qui est capable de l'expliquer comme il faut, là, vous avez des fortes chances de passer. Parce qu'oubliez jamais, il y a plein de rumeurs sur qu'est-ce qu'on envoie avec un CIPH, un formulaire de CIPH. On n'envoie rien d'autre, ils ne vont pas les lire. Au mieux, vous pouvez ajouter une lettre explicative d'une page. Dépasser ça, ça pourrait causer problème. Parce que là-bas, ce qu'ils vont faire, c'est en premier lieu un test de conformité, voir si le formulaire peut passer une grille, je pense que c'est 12 étapes. Numéro d'assurance sociale, non complet. S'il y a une information qui ne marche pas, exemple, il n'y a pas l'indicatif régional dans le numéro de téléphone du médecin, le formulaire est annulé puis c'est refusé, comme si vous n'étiez pas handicapé. Ils ne disent pas nécessairement la raison du refus, mais c'est annulé. Puis ce que j'ai vu, tu me corrigeras si je me trompe, mais mettons que quelqu'un y arrive, il n'y a pas de jambe, là. Il arrive à l'urgence, il dit, écoute, j'ai mon formulaire, j'ai écouté ce qu'il m'avait dit, T2201, signe-moi ça. Le médecin, il voit, t'as pas de jambe. Mais il peut pas dire ça date de v'là 10 ans. Il n'y a pas de diagnostic, ça n'a jamais été contré ni rien. Fait que la responsabilité professionnelle du médecin est en jeu. Fait que lui, il peut te dire, ben, à date d'aujourd'hui, c'est évident, je te le diagnostic, mais je peux pas te le retourner 10 ans en arrière. Là, le C'est problème. là que c'est le fun. Nous autres, on a développé une expertise où, avec les dossiers d'archives, on est capable d'aller chercher les dates de consultation, les dates de référence vers d'autres spécialistes. Fait qu'habituellement, on va trouver un moment dans le dossier médical où il y a des jambes. Puis après ça, il y a un moment où il n'y en a plus. Puis entre les deux, il y a des références, c'est passé quelque chose. Fait qu'on va trouver qu'est-ce qui s'est passé là. Puis on va le mettre en évidence pour le médecin qui signe le document. Comme ça, lui, il trouve ses dates pour qu'on soit capable d'aller chercher le maximum d'années. Parce que la différence entre être reconnu pour l'année courante puis les 10 dernières années, Patrice, tu me corrigeras si je me trompe, mais on peut parler de plus de 100 000 de différence là, avec tous les rétroactifs qui sont en ligne de jeu. Là, ça peut être des fortes, fortes, fortes sommes. Surtout si on inclut tout ensemble, là. Parce que là, Tout, tu sais, ce qui est là, intéressant de REI jaser. rétroactif, les aides parallèles, tous les crédits d'impôt. Puis il y en a tellement, là, comme il y a beaucoup de monde qui ne savent pas que quand on est à l'achat d'une première demeure, si jamais on a un CPH, on est exclu de la règle des 4 ans entre deux maisons. Ça veut dire que j'ai une maison, je la vends, j'en ajoute une nouvelle, ben, je redeviens premier acheteur parce que j'ai un CPH. Donc, je peux aller chercher mon 1500 pièces de retour d'impôt. Puis comme c'est rétroactif, si je suis reconnu dans les 10 dernières années, puis j'ai acheté, vendu des maisons, ben à chacune de ces années-là, je peux aller les rechercher. J'ai fait les tests, ça va super bien, ça marche très bien. Au niveau de la location, le logement aussi, il y a des critères d'admissibilité au niveau du CIPH. Si vous avez un enfant majeur, mais qui a un CIPH, vous êtes considéré comme une mère un parent monoparental, donc vous pouvez aller chercher l'aide financière. Il y a énormément de programmes comme ça qui existent. Malheureusement, ils sont mal connus. Continuez à nous suivre sur le groupe CIPH. Ça va nous faire plaisir de continuer à mettre beaucoup, beaucoup d'informations là-dessus. Donc, point intéressant que tu as amené, que je trouve important d'amener et tout pour les enfants, là. Mettons, je vois beaucoup de Oui, parents qui mettent de l'argent pour les régimes épargne-études. L'enfant, il a un trouble, il est suspect de l'autisme. Là, souvent, le parent, il vient de me voir, ils sont découragés. Il dit là, je mets de l'argent pour quoi là-dedans, mais au final, il ne se rendra peut-être pas aux études postsecondaires.
Si tu es reconnu avec le crédit d'impôt aux personnes handicapées, tu es reconnu qu'un handicap au gouvernement, oui, par défaut, le régime épargne-études, c'est pour des études postsecondaires. Si tu es reconnu avec un handicap, tu peux l'envoyer faire des études juste d'adaptation pour son maintien de niveau de vie, de sa qualité de vie. Si je me trompe pas, là, c'est rare, je le regarde ces notes-là, mais je pense que c'est 3 cours par mois, une affaire très, très minimale. Là. C'est très, très peu d'heures et on peut décaisser l'argent du régime épargne-études pour l'aider là-dedans. En plus des autres aides comme le régime épargne-invalidité, puis toutes les autres aides parallèles à ça. Donc, même si tu ne vas pas d'avantages immédiats, juste le crédit d'impôt aux personnes handicapées donne accès à tout ce qui existe. Plus, dans les cours, par exemple, si on parle d'un enfant encore une fois, ben, il y a accès à du temps de plus, puis de l'adaptation pour faire ses examens, puis tout le reste va venir avec. Les prêts et bourses sont adaptés en conséquence. Toutes les aides découlent de où? De te faire reconnaître à quelque part. Au niveau des Les aides prêts également, bourses, avant que tu enchaînes, les prêts bourses, ça fait toute une différence. Tu es reconnu à 24 heures et non imposable, tandis que sinon, il faut que tu sois à 40 heures pour qu'elle soit non imposable. Ça fait un monde de différence. Ça veut dire que tu es à temps oh, partiel, mais reconnu temps plein. Là, je te laisse continuer, Patrice, parce que c'est un monde de différence que ça fait. je savais pas, celle-là, tu me l'apprends, c'est malade, Ouais. ça. On apprend tous les jours dans ce domaine-là parce qu'il y en a Oui. vraiment beaucoup. On dit qu'au Québec, il y a 400 crédits d'impôt. Point. Pas juste pour les handicapés, mais il y a plus de 400 crédits. Donc, il faut être passionné. Là. Les crédits, c'est sans fin. Oui, puis ce qu'il ne faut pas oublier, là, qu'il ne faut vraiment pas oublier, là, ce qui est vrai aujourd'hui, là, ça ne sera peut-être pas ça demain. Puis Non? Exact. ce qui est ignoré aujourd'hui va peut-être être accepté demain. Puis ça, c'est tellement vrai en fiscalité, là. Il faut vraiment faire attention à ça. Il ne faut jamais dire c'est ça parce que, comme je te dis, c'est ça aujourd'hui, mais demain, ça va être d'autres choses. Fait qu'il faut Puis c'est vraiment ça. Quand on parle de rétroactif redressement d'impôt, tu ouvres une porte importante. Euh, Quand on fait une déclaration d'impôt, il faut connaître les règles de l'année présente, puis les appliquer comme il faut. Mais si on fait un redressement sur 10 années, il faut connaître les règles des 10 années. Parce que chacune des années a ses propres règles, comme le crédit d'impôt pour proches aidants du Québec était non remboursable en 2018-19, puis devient remboursable en 2020. Puis les critères, c'était il fallait avoir un parent âgé de plus de 70 ans. ouais, Puis les critères ont changé avec les années. oui, Avant 2019, il fallait que la personne ait l'incapacité de vivre seule pour avoir ce crédit-là. Puis en 2019, ils l'ont changé pour avoir besoin d'aide à la maison pour vivre à la maison. Tous les critères d'admissibilité changent d'une année à l'autre. Puis c'est oui. important d'avoir un professionnel qui maîtrise chacune des particularités des années différentes pour pas avoir un refus dans un redressement puis, ou avoir un contrôle fiscal, puis se faire récolter l'argent avec l'intérêt. Ben, Là, on c'est pour amène. ça, comme, excuse Patrick, c'est parce que, tu sais, au niveau du diabète de type 1, là, Oui. je pense qu'il est de 2021, je pense qu'il est comme Oui, automatique, là. Fait que si tu fais du redressement 10 ans en arrière, ça ne veut pas dire qu'il va être accepté, là, pour les autres années avant l'automatique, là, tu sais. c'est Un ça. autre point qu'on amène que je trouve pertinent, on parle de 10 ans depuis tantôt. Je peux-tu retourner 20 ans en arrière, moi, Non, pour les impôts puis tout ça? C'est 10 ans, hein? c'est 10 ans. Oui. Ouais, puis une autre chose que je vais vous amener au niveau du régime épargne invalidité, ça, c'est le régime le plus compliqué au Canada. Fait que si quelqu'un dit que c'est simple, c'est qu'il n'a pas compris les règles. Intéressant, par exemple. Ah, il est très intéressant, on s'en est parlé souvent, vous et moi, Oui, Marco, là. Il y a au-dessus de 300 pages de matière là-dedans. Il y en a des règles et des règles et des sous-règles. Une des choses qui est à savoir, on peut retourner ce qu'il y a 10 ans en arrière de subventions puis de bons. Fait que là, mettons, là, on parle de tout ça. Tu dis, écoute, j'en ai pas de revenus imposables, j'en ai pas de proches aidants, pourquoi je ferais tout ça? Puis mes enfants, ben, ils iront pas aux études ni rien. Fait que, gars, écoute, tout ce que tu me parlais de là à date, il n'y a rien qui m'intéresse là-dedans plus qu'il faut. OK, mais là, juste avec la RI, je vais te quoi d'intéressant pour vous autres. Ça, c'est quoi cette affaire-là? Tu ouvres un compte, puis selon ton revenu, le gouvernement va te donner de l'argent. Ça te donne même tombe du ciel, puis ça tombe, c'est bien le fun comme ça. Fait que si tu as un revenu, par exemple, en 2025, c'est en bas de 55 000 imposable, ça veut dire que si tu cotisé dans le REER, ben, c'est ton revenu, il se classe. Ben, tu pourras recevoir jusqu'à 1 000 par année du gouvernement. Ça fait 10 ans que je suis éligible. On me l'a reconnu jusqu'à ma naissance, mon handicap. On va tourner jusqu'à 10 ans maximum en arrière. Puis on va tout te donner ces montants-là one shot à l'ouverture du compte. Tu avais droit à 1 000 par année, ben, tu as 10 000 qu'on va te donner par exemple. Plus l'année en cours, 11 000. Tu as ouvert un compte, tu as 11 000 qui tombent du ciel juste parce que tu nous as écouté à la date puis tu as fait la demande comme qu'il fallait. Sauf qu'il y a des dates limites là-dedans. On rend ça un peu compliqué. C'est 49 ans l'âge maximal pour ouvrir ton compte et avoir droit aux subventions et aux bons.
Fait que le beau montant d'argent que je te parle là, tu me dis, je vais attendre un peu. Tu es rendu à 50 ans, malheureusement, tu n'as plus accès. C'est Tu n'as ça. plus accès à les aides qui vont venir avec. Fait que ça vient en deux parties. Tu as le bon. Le simple fait d'ouvrir le compte, tu n'as rien d'autre à faire. Le compte est ouvert, le gouvernement va te donner de l'argent si tu as le droit. Si tu n'as pas le droit, il ne te donne rien. Donc, si tu fais plus que 55 000, par exemple, c'est un montant indexé. Donc, si on retourne dans le temps, c'était moins que ça. C'est un montant indexé. Ben, si tu as fait plus que ça toute ta vie, tu faisais 80-90 000, oublie le 1000, tu l'auras pas. C'est un montant dégressif selon le revenu. Si, par exemple, tu fais en bas de 115 000, montant indexé encore une fois, ben pour chaque montant que tu vas mettre dans ce compte-là en sous forme de cotisation, tu vas recevoir un boni du gouvernement. Comme les régimes épargne-études qui sont plus connus, qu'on parle plus souvent, là, tu mets de l'argent dans le compte, puis le gouvernement va tripler, doubler ou égaliser le montant que tu as mis. Tu mets 500$ dans le compte, le gouvernement pourra te rajouter 1005 là-dedans. Tu mets 2$, le gouvernement en a rajouté, 6$. Fait que, il va tout le temps genre tripler ton montant si tu as le droit, puis tu es en bas du taux. Si tu es au-dessus du taux, ben, il va juste légaliser. Puis encore là, ça reste quand même avantageux. Je mets 1000, il rajoute 1000. Super avantageux dans ce compte-là. Fait que sous forme de. Patrice, faire un chiffron dans le fond, 11 000 de rétroactif, tu mets 3 500, tu reçois 10 500, ça donne à peu près 25 000 à l'ouverture en RI la première année sur un 10 ans. C'est ça? À peu À peu près. près ça. Fait que là, dans le fond, ton retour d'impôt, parce que tu as fait la job comme qu'il Ouais. fallait, tu rentres comme 15-20 000 de retour d'impôt. Tu as le goût de tout garocher ça dans ce compte-là d'un coup sec. Moi, je vais te dire, fais pas ça. Parce que tu viens de perdre toute l'optimisation que tu pouvais, parce qu'il y a des règles, il y a des maximums de subventions que tu peux recevoir dans une année ou autre. Mais si tu fais toutes les affaires intelligemment, tu peux aller chercher jusqu'à 70 000 de subventions en faisant ça de même. Puis le simple fait d'avoir un compte ouvert et d'écouter les règles tout au complet, tu peux chercher un 20 000 de plus de même. C'est 90 000 d'actifs de plus que tu peux aller chercher comme ça juste pour avoir ouvert un compte. Super avantageux. Puis, dernier point, je vais finir avec ça. Le REI, ce qui est super avantageux là-dedans, c'est que ces actifs-là ne sont pas considérés pour les aides du gouvernement. Ce qui veut dire que si tu dépendais du supplément de revenu garanti ou la pension de sécurité de vieillesse, puis tu avais peur d'avoir soit une récupération, une pénalité parce que tu t'es versé un revenu de ça n'a aucun impact. Et sur les autres aides du gouvernement non plus, ils ne comptent pas. Donc, l'aide sociale qu'on va parler, parce que souvent les gens se disent, ben écoute, c'est quoi les aides qui existent pour moi? Ben, il y a l'aide sociale, il y a solidarité sociale, je ne me trompe pas. C'est quoi les trois qu'on a, Ben? T'as l'aide sociale. Revenu de Ouais. base. Oui, Revenu le de revenu base de aussi. base. Ben ça, il y a un maximum de revenus. Parce que moi, je viens de gagner 1 million à la loto. Je peux-tu, genre, me mettre sur l'aide sociale, puis arrêter ça là, puis vivre de mon million en plus? Ça marche comment, ça? OK, ben, je te raconte vite les règles d'admissibilité de l'aide sociale. L'aide sociale, la porte d'entrée de base, si tu n'as pas de contrainte à l'emploi, que tu as juste perdu ta job, tu es, dans une mauvaise passe, il faut que tu n'aies plus de biens, plus d'avoir liquide. Puis en bien, tu as le droit d'avoir, exemple, une vieille voiture, des choses comme ça, mais il va tout falloir déclarer au moment de faire la demande. Si tu as des REER, il va falloir les vendre, ainsi de suite. Donc, tu as le droit de rien posséder. L'aide sociale médicale, solidarité sociale, c'est quand tu rentres sur l'aide sociale à cause que tu as une contrainte à l'emploi qui va être dite plus permanente. Il y a une contrainte temporaire, mais elle est en train de disparaître. Celle-là, c'est quand tu as un problème vraiment à court terme. Là, tu as un problème médical. Là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont encore une fois regarder si tu n'as plus de REER, plus d'avoir liquide, puis là, ils vont t'accepter un chèque. Ils vont te donner environ 1260 par mois. Si tu es accepté à l'aide médicale avec l'aide sociale médicale, ou c'est appelé solidarité sociale, après 66 des 72 prochains mois, si tu restes là-dessus, ça veut dire 66 des 72 prochains mois. Tu peux être inadmissible quelques mois dans la période de 5 ans et demi, mais pas trop. Tu vas tomber sur le programme de revenu de base. Là, c'est carrément autre chose. C'est un programme qui a été pensé pour le long terme. Tu as le droit de posséder dans tes comptes de banque 20 000 en avoir liquide. Ça pourrait être aussi en CELI. Tu as le droit de posséder une résidence principale qui va être exclue de ta valeur nette, qui, elle, va être représentée sur une valeur totale de 500 000 avant d'être coupé sur tes prestations du programme de revenu de base. À ça va se rajouter le droit de travailler sans être coupé du montant de l'équivalent de ton chèque. Donc, si tu fais environ 15 700 par année, tu vas avoir le droit de faire 15 700 par année sans être coupé. Par la suite, tu vas avoir un taux de réduction de 55 sous la pièce. Encore là, tu peux continuer à gagner plus. Puis ça permet également d'avoir, comme disait Patrice, des comptes comme le régime épargne invalidité qui permet, exemple, dans les cas d'une succession, parce que souvent les enfants avec des besoins particuliers, c'est un gros souci des familles. Qu'est-ce qui va arriver quand les personnes vont décéder puis ces gens-là vont se retrouver sans rien? Ben, le fait d'avoir tous ces droits-là, de posséder 500 000 une résidence principale, toutes ces choses-là, ça permet de monter une stratégie où le jeune ou la personne, dans le fond, va prendre de l'âge avec le temps, puis il va pouvoir se retrouver, exemple, dans un condo payé
particulier avec juste des frais de condo à payer, puis une rente viagère qui va venir payer les petits alénas de la vie courante. Donc, il y a plusieurs stratégies possibles, mais le programme de revenu de base est de loin la cible à avoir pour les enfants avec des besoins et difficultés. Puis souvent, on va essayer de les pousser au travail, même si ça ne marche pas, puis on les rend inadmissibles à l'aide sociale. Il faut vraiment voir les solutions dans un ensemble, puis monter des stratégies avec les acteurs du milieu. Je pense que quand on est sur la solidarité sociale, c'est le meilleur moment de faire des plateaux compétences, des stages en observation de travail, développer des compétences pour ces jeunes-là en besoins particuliers, le temps qu'ils deviennent admissibles à la subvention salariale de Service Québec, qui, elle, va leur donner l'opportunité de travailler à temps partiel avec le programme de revenu de base, puis d'aller chercher un 30 000 par année. Mais là, on va rajouter l'ACT adapté, la prime au travail adapté, les crédits d'impôt pour proches aidants pour les parents, le CCAN, l'aidant naturel fédéral, crédit d'impôt pour personnes handicapées fédéral et provincial. Là, on commence à mettre un package, plus les TPS, TVQ qui augmentent sous le volet crédit à la solidarité sociale. On approche du 40 000 net pour une personne qui est bien setée versus quelqu'un sur l'aide sociale classique qui est à 9 000. Pas de différence. On a une Avoir de question l'aide, ça change tout. On a une question du groupe, je vais te laisser répondre, Ben, là-dessus, ou Cécile Oui. aussi peut-être, là. Est-ce que la fibromyalgie sévère avec arthrose dégénérative sera acceptée avec beaucoup de limitations? Donc, je ne peux pas rester seul. Limitations, donc difficulté à marcher, m'habiller, Ouais. euh, Ouais. Oui et mais non. Oui et fonctionne non. normalement pour le reste. Oui et non. Parce qu'il faut vraiment décrire toutes les pertes de mobilité. Après ça, aussi tous les impacts mentaux. Puis dans les effets cumulatifs, c'est là que tout va jouer. J'en fais énormément chez RAM Québec. Entre autres, on a Agnès qui est infirmière, elle a fait quasiment une décennie en psychiatrie, mais également dans plein d'autres domaines. Puis ça fait 4 mois on travaille en équipe, elle et moi, à la spécialiser pour les effets cumulatifs. Puis ça prend vraiment un art d'être capable de décrire qu'est-ce que l'arthrite dans les mains combiné avec le brouillard mental, va enchaîner sur le fait de prendre une douche. Ou des fois, une perte d'équilibre à cause d'un étourdissement mélangé avec de la faiblesse dans le dos va empêcher quelqu'un de prendre une douche de façon normale. C'est des choses que personne ne va penser, mais il faut vraiment prendre le temps de l'expliquer ou que tu crées un plan quotidien pour ta journée, puis là, tu fais une crise dans le dos comme à tous les jours, ton plan vient d'échouer, puis tu n'es pas capable de te réorganiser. Donc, il faut vraiment prendre le temps de voir un professionnel qui va être capable de l'expliquer. Parce qu'on peut avoir 25 diagnostics, pas d'explication, on est refusé. J'ai vu de pas de diagnostic, beaucoup d'explications, puis ça passait. Ils ne remettent jamais en doute ce que le médecin va signer. C'est vraiment, est-ce que c'est bien expliqué, est-ce que c'est véridique? C'est tout. Allez-y avec la vérité. Puis je vais rajouter une chose importante qu'on n'a pas encore parlé, mais que c'est crucial parce que moi, depuis 3 ans, c'est ce qui fait que je réussis ou pas un dossier. C'est l'humilité. Si la personne dit je suis capable, puis elle reste dans cette mentalité-là, c'est pas un formulaire d'évaluation de comment tu vas. C'est un formulaire de déficience. Le mot qu'ils ont utilisé, c'est déficience. Ça veut dire la chose qui va le moins bien chez toi, ça se passe comment? On veut pas savoir ce qui se passe bien. Si tu dis qu'il y a quelque chose de positif, ça veut dire que ça annule le négatif, ton formulaire est refusé. C'est pas une question de mentir. Ils veulent pas savoir ce qui va bien. Ils veulent savoir, décris-moi ta problématique, voir si ça se qualifie pour un handicap. Excusez, je regardais, il y a plein de monde qui dit qu'il essaie de se connecter depuis tantôt et ça ne fonctionne pas. Je vais essayer de m'en occuper pendant ce temps-là. Mais l'autre chose, question rapidement de même, là, si moi j'ai complété mon formulaire, justement, on parle de fibromyalgie, donc je sais que c'est une maladie qui est difficilement reconnue à cause de ça, Non, parce qu'ils depuis ont de la misère à 2022 est prouver. reconnu, Patrice. C'est pour ça qu'on dit difficilement, parce que pendant une décennie, il y a des milliers de Québécois qui se sont battus à faire reconnaître que ça existe, la fibromyalgie. Puis en quelques mois, c'est passé de c'est un fantôme, ça n'existe pas, à c'est reconnu, puis ça peut donner plein de crédits d'impôt. Donc moi, je te dirais que j'en ai beaucoup dans ma clientèle, fibromyalgie. C'est des gens qui souffrent beaucoup, puis ont d'énormes impacts dans la vie quotidienne. OK. Mais ce que je veux venir avec ma question là-dessus, c'est justement, mettons, là, on reconnaît mon handicap, on a tout bien écrit mes affaires, j'ai tout fait ce qu'il fallait justement pour que ça fonctionne. Je passais par RAM, tout est bien écrit, là. Tout est parfait, on a tout bien attesté ça. Je garoche ça dans le cours du gouvernement. Le gouvernement, peux-tu me refuser pareil? Moi, je ne l'ai pas encore vu. C'est certains qui ont le droit, c'est eux qui décident si tu es handicapé ou pas. Ni moi, ni le médecin, ni le patient. Mais un médecin qui dit ah, tu passes pas, je vous le dis à tout le monde qui écoute, vous pouvez lui dire c'est parce qu'on ne te demande pas de décider si je suis handicapé ou pas. Je te demande d'attester si ce que je te dis est vrai ou pas. C'est tout. Puis ce qui est Peut-être, important aussi, oui, excuse, ce qui est oui. important aussi, ben, en tout cas, moi, je vais parler au niveau de la santé mentale, c'est que le médecin, quand il voit son patient 15 minutes, une fois par mois,
regarde comment ça va. Ben là, c'est sûr qu'il ne va pas dire que ça va pas bien, là. Tu sais, c'est ça le gros problème, là. Parce que quand tu as quelque chose au niveau mental, tu es la dernière personne à voir que ça va pas bien, comme, là, tu sais. Puis Ouais. surtout à le dire aux autres. Tu veux pas que ça paraisse que ça va pas bien, là, tu sais. Puis ça, Ben, c'est il y a même une important. case, Cécile, dans le CPH qui dit d'être capable de gérer ses propres traitements. Si tu n'es pas capable d'avoir la conscience de c'est quoi la meilleure chose pour toi, tu sais, il y a des gens aujourd'hui qui nous écoutent, puis peut-être qu'ils se reconnaissent. On- vous n'êtes pas capable de juger par vous-même ce qui est le mieux pour vous. C'est une autre personne qui le juge pour vous, ou c'est le système de santé qui le fait à votre place. Ben, c'est un critère d'admissibilité que vous êtes admissible au CPH. Même Oui, si vous c'est ne prenez ça. pas de médicaments, parce que vous avez le droit au refus de traitement, mais vous avez le droit d'être malade et d'avoir de lourds impacts. Fait que oui, la médication, on n'a pas le droit de la refuser en théorie, mais en pratique, si on a une condition médicale qui fait qu'on ne peut pas prendre de médicaments, que ce soit physique ou mental, ben, ça redevient admissible. C'est vraiment compliqué, Patrice. Puis il y a une parenthèse que j'ai envie d'ouvrir tout de suite, c'est la différence entre un adulte et un enfant handicapé. J'en lis des tonnes de questions là-dessus. Bon, c'est pas les mêmes formulaires de un. Le CIPH, oui. Au fédéral, c'est le même. Par contre, au provincial, ben, ils ont eu une bonne idée. Ils ont envoyé les enfants à Retraite Québec, puis les adultes à Revenu Québec. Fait que c'est des critères complètement différents. Quand on est enfant, on est invalide, pas handicapé. Parce que la RRQ invalidité est chez Retraite Québec, puis c'est les mêmes personnes qui vont analyser les dossiers. Fait que quand on est dans la Retraite Québec pour la SNE, le supplément pour SRH. enfants handicapés, ben là, Il est on est dur au à dire, premier lui. palier. Ça veut dire que l'enfant a des lourdes conséquences dans la vie quotidienne, mais en plus, il ne faut pas juste décrire les conditions de l'enfant et comment ça l'affecte lui dans sa vie quotidienne. Il faut aller prouver que ça handicape le parent. Là, ça devient compliqué. Puis là, Oui. quand on veut aller s'amuser, c'est qu'il y a deux autres paliers. On peut aller deux autres paliers plus profonds. Au début, c'est 226, si je me trompe, Cécile, qu'on peut aller chercher. Puis à la fin, je pense qu'on est à 1200 pièces au palier 3. Je ne me rappelle pas des montants, là, Une mais affaire je comme sais ça, que puis un palier intermédiaire. Mais j'ai vu oui, des enfants avoir le dernier palier avec le CIPH. Là, on parle de rente mensuelle de plus de 1500 plus les allocations de base. Là, ça fait vraiment des gros montants. Mais ce n'est pas les mêmes critères d'admissibilité. Entre autres, un des critères que je peux vous dire dans le plus gros en invalidité pour se rendre à 1500 ben, c'est exemple être épileptique, avoir fait 2 hospitalisations dans les 3 derniers mois d'au moins 48 heures. Tu sais, c'est tellement précis, c'est tellement complexe que les médecins ne savent même pas que le formulaire existe. Donc, prenez vraiment le temps de vous informer avant de partir un processus. Partez pas pour acquis que les professionnels de la santé, c'est des fiscalistes, c'est des médecins, ils sont là pour vous soigner, pas pour remplir vos papiers. c'est ça. C'est pas non plus de la faute du gouvernement, c'est des contrôles pour éviter les fraudeurs, pour que les bonnes personnes aillent C'est des processus. On est habitué, nous, au Canada puis au Québec, on signe un formulaire rapidement, puis on a tout de suite la réponse. L'handicap, l'invalidité, c'est des longs processus. Puis quand on rentre pour un enfant, incroyablement, incroyablement important de faire la différence entre 17 et 18 ans. À 18 ans, on retombe dans les mêmes critères d'admissibilité qu'au fédéral et on doit refaire des demandes. Si vous ne faites pas vos demandes à 18 ans pour vos enfants, ben, vous allez avoir coupure des allocations familiales puis plus rien. Tandis que si vous faites les demandes, vous allez avoir les crédits d'impôt pour proches aidants qui ressemblent beaucoup aux allocations familiales. Puis l'aide sociale va venir arriver. Donc, c'est important de monter une stratégie. Puis les enfants handicapés, ça reste un domaine complexe. Parlant d'enfants, j'ai une question justement pour les Oui, CIPH, pour les jeunes, là. Il dit, écoute, je demande là, pour un jeune de 19 ans, le dossier CIPH est accepté, la reconnaissance remonte depuis sa naissance. Quelle est la meilleure stratégie pour la REI du jeune adulte? Les salaires combinés des parents ont probablement plus que l'enfant n'aura jamais eu droit au bon, blablabla. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Plein de questions là-dessus, là. Je vous garde ça le plus simple possible. On s'entend, il y a des petites affaires à regarder. Vous allez regarder avec un spécialiste, on va rendre ça plus simple que ça, mais je vous simplifie le REI. Pendant que l'enfant y est mineur, on va prendre le revenu de la personne qui reçoit les allocations familiales. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je suis séparé, je suis reconstitué, on est en couple, on n'est pas en couple, blablabla, l'affaire est bien compliquée, là. Comment c'est déclaré au fédéral ta déclaration de revenus? T'es-tu déclaré en couple avec une autre personne avec son numéro d'assurance sociale? C'est ce revenu-là qu'on va prendre comme revenu familial. Est-ce que tu as déclaré célibataire avec ton nom, puis c'est toi qui reçois les allocations familiales? Correct. Je split les allocations familiales avec mon ex, puis on regarde nos affaires de même. On prend les allocations, on le revenu de la personne qui reçoit les allocations familiales, puis s'il y en a deux, puis il y en a qui gagnent plus de revenus que l'autre,
On peut limiter ça à la personne, c'est plus avantageux. C'est le revenu qu'on prend. On en vient ici dans le cas de l'exemple, on a une famille, les deux sont ensemble, il y a un enfant, il était mineur avant, il est devenu majeur là, ou il est encore mineur, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On prend le revenu combiné des deux. Donc, s'il ne se classe pas pour recevoir le bon, il ne se classe pas pour recevoir les pleines subventions super avantageuses de 300%, mais pendant le temps qu'on cotise, ça va être du 1 pour 1, par exemple. Donc, si dans les 10 dernières années, par exemple, mon enfant il était reconnu, notre revenu familial était de 200 000, par exemple, ben, ça veut dire que mon droit de cotisation est 1 000 par année, puis c'est du 1 pour 1. Fait que si je mets 10 000 dans le compte, je vais avoir 10 000 de la part du gouvernement, ça arrête là. Quand l'enfant tombe majeur, qu'est-ce qui se passe? On prend son revenu à lui. Puis là, je vous donne un coup de main super avantageux de garder en note. Si l'enfant n'a jamais fait de déclaration de revenu, qu'on va prendre son revenu à lui, ben, il n'y en aura pas d'aide. Si tu déclares rien au gouvernement, le gouvernement ne te donne rien. Il va des deux bords comme ça. Ce qui veut dire, quand ton enfant il a 16-17 ans, même s'il a zéro revenu, s'il fait faire une déclaration de revenu à zéro, sinon le gouvernement ne te donnera rien. Pourquoi 16-17 ans si on parle que l'enfant il est majeur? Quand il est majeur, puis pour tous les montants, tout ce qu'on fait, le REI, on prend le revenu de l'année moins 2 ans. Fait qu'en 2025, on prend ton revenu de 2023 qu'on compare à des braquettes de 2025. Le gouvernement voulait rendre ça compliqué qu'on ait toute une job, ça a l'air, là. Il a rendu ça compliqué pour rien. On reprend notre souffle là-dessus, on prend l'année moins 2 ans. C'est-à-dire que quand ton enfant il a 18, on prend ses revenus que quand il avait 16 ans. Il n'y a pas de revenu déclaré, bon, on est mal pris. Quand il va avoir 19, on prend son revenu de ses 17 ans, etc., etc. On prend son revenu à lui, pas le revenu familial. Ça veut dire quoi, ça? Mon enfant, il est aux études, fait 22 000 par année. Hey, bonne nouvelle! Il va recevoir 1 000 pièces du gouvernement, puis si tu cotises dedans, il va recevoir 300% de subvention, puis après ça, 200% pour le reste. OK, là, c'est mêlé, là, parce qu'il y a des années que j'ai fait 50 000, des années que j'étais monoparental, des années que j'avais des plus de gros montants. On se passe quoi avec tout ça? Ce qui se passe, on va retourner tout le temps 10 ans en arrière. Fait que là, pendant un bout, c'est du revenu familial, après ça, c'est du revenu individuel. Puis on va toujours prendre l'année la plus rentable d'abord. Fait que s'il y avait des années que tu avais droit à 300% de subvention, on va te donner 300%. S'il y a des années que tu avais droit à 200, c'est 200. Puis s'il y a des années que tu droit à 100%, c'est 100%. Fait qu'en gros, le RI, qu'est-ce qui est à savoir? C'est le régime plus compliqué qu'il n'y a pas. Il faut qu'on fasse ton calcul comme du monde. C'est super mal fait parce qu'il n'y a aucune calculatrice qui existe sauf celle que j'ai créée pour être capable de maximiser ton REI. Il n'y en a pas. Il n'y en a aucune. Tu as beau chercher. Ça va te donner des estimations. Ça ne prend jamais en considération la récupération. Ce qui veut dire que quand tu ouvres ton compte, tu ne sauras jamais c'est quoi la cotisation idéale, sauf si tu es un spécialiste. Ça, c'est ta réalité. En février de chaque année qui va suivre, le moment que ton REI est ouvert, tu vas recevoir une lettre normalement. Si tu n'as pas reçu la lettre, appelle ton conseiller. Appelle où ce que tu es supposé recevoir une lettre, puis qui te dit, si tu cotises tel montant, par exemple 3 500$, on va te chercher 10 500$ de subvention. Il ne sera jamais détaillé c'est quoi les montants minimum, maximum, mais tu vas recevoir une lettre quand même pour t'aider à ce niveau-là. Fait que, c'est quoi la meilleure stratégie pour un jeune adulte? Ben, si ton revenu était trop gros avant, c'est pas tant avantageux de vouloir mettre un 10 000$ direct dans le compte, parce que ça va te coûter 10 000 pour aller chercher 10 000. L'enfant, il a 19 ans dans notre exemple qu'on a, il n'a pas de gros revenus, puis il n'aura jamais de gros revenus ni rien. Ben, ça se peut que la meilleure cotisation à faire, c'est un 1 500$ par année, puis il va aller chercher un 3 500$ de subvention à partir de là, puis il va juste faire ça sur bien longtemps devant lui, puis se regarder du tout avec le budget puis le revenu. Parce que dernier point, je vais finir avec ça sur le REI. L'argent que tu cotises, il faut qu'elle soit là minimum 10 ans. Il y en a plusieurs qui me demandent, je peux-tu mettre de l'argent là-dedans au lieu du régime épargne-études, puis tout décaisser pour faire un achat de maison à mon enfant plus tard? Pas ça le plan. C'est un régime pour une retraite, c'est pour une rente future pour la retraite. Puis chaque montant investi, chacun doit faire 10 ans. Fait que je mets 1000$ par année pendant 10 ans. Ben, c'est à la 20e année que tout mon argent est mature, je peux décaisser sans trop de pénalités. Puis je peux pas tout décaisser one shot parce qu'il y a encore d'autres règles. Fait que c'est le régime le plus avantageux, le plus compliqué. Il y a des petites affaires à faire attention au travers de ça. Fait en gros, tu fais quoi avec ça? Tu mets le minimum parce que je suis le maximum de subventions, puis le reste de ton cash, c'est le meilleur, sauf dans des circonstances exceptionnelles. Ça, c'est le point sur le RI. Autre question que j'ai rapidement ici. J'aimerais savoir si le... Je vais regarder comme du monde, je suis fatigué aussi, là. J'aimerais savoir si le diagnostic veut dire que j'ai un CPH automatiquement. Non. Non, du tout, du tout. C'est vraiment les impacts dans la vie quotidienne, puis il faut que ça dure depuis 2 ans. Ah. Ah Puis, oui, les syndics de faillite. Les faillites, les propositions consommateurs, on en voit parce que ça va souvent avec un handicap.
Tout va bien, on est entrepreneur, la vie va bien. Accident d'auto, on poursuit la SAC, ça dure 18 mois, on perd tout. On fait faillite. Là, on récupère le CPH 10 ans arriérage, mais on a fait faillite. Qu'est-ce qui arrive, Cécile? Ouais, hein? L'arriérage tombe dans faillite, là. C'est le Tout à syndic fait. qui récupère ça, là. C'est ça On le problème. récupère, on va avoir ce qui est post-faillite, mais pré-faillite, c'est terminé. L'année de la faillite est avant, c'est terminé, on va le perdre. Ben Parce oui, que puis même que tu le demanderais dans le poste, ça va. En tout cas, j'ai lu là-dessus hier, c'est pas clair, mais quand tu vas le demander dans le poste, ça va quand même être mangé par le syndic, je pense. Mais ce que je oui. pensais, par exemple, si tu le demandes l'année après la poste, pour ton arriérage, quitte à perdre 1 an, c'est pas grave. Vas-tu l'avoir ou tu l'auras pas, tu sais? Tu l'auras pas. Pour la proposition consommateur, c'est un peu différent. Au provincial, tu vas avoir l'année de la proposition, de la libération, mais pas au fédéral. Il y a des petites nuances. Puis d'ailleurs, je vous recommande toujours de consulter les spécialistes en insolvabilité pour ces questions-là. D'ailleurs, il y en a un qui s'en vient chez RAM Québec, puis qui va Ah oui? consulter. Oui, il s'en vient bientôt. On a terminé, on s'est entendu. Dans les prochaines semaines, on va l'avoir sur le site web, puis il va être disponible pour les familles vulnérables qui veulent avoir de l'aide sur l'insolvabilité. Il va offrir des consultations gratuites aux familles du Québec qui ont besoin d'aide avec des problèmes financiers. Puis trouver la bonne chose à faire. Des fois, on fait faillite pour 6 000 puis après ça, on reçoit un rétroactif de 8 000. Peut-être Oui, qu'on mais aurait pu mieux planifier nos choses. Les gens avec qui on travaille ont une grande conscience sociale, puis ils vont vous aider à vous sortir la tête de l'eau. c'est parce que je l'ai vu hier dans notre groupe, là, puis c'est quelqu'un Oui, à qui je parle de temps en temps. Je veux dire, le syndic l'a mal conseillé parce que c'était une petite faillite. Puis si elle avait demandé son CIPH, elle n'aurait pas eu besoin de faire faillite. Tu sais? oui. Fait que J'en ça, vois c'est plein, plate. j'en vois plein, j'en vois plein. Ouais. Des fois, les gens sont au bout de la corde, ne savent plus quoi faire, ils vont voir un syndic, puis des fois, les conseils sont moins bons. Comme vous dites, Cécile, on a le droit de demander un deuxième avis si on n'est pas sûr, hein? Ah ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est parce que, comme là, ce que j'ai vu hier, là, le gars avec qui que je parle de temps en temps, c'est que Mhm. quand ça se découvre pas mal longtemps, là, il faut que tu passes au tribunal pour te faire annuler ta faillite, puis tout, là, tu sais, c'est comme, c'est plate, là, tu sais. Ah J'ai oui, oui. deux autres questions, je vais répondre rapidement, parce que là, le temps avance. Donc, il me demande, mettons, je guéris de mon handicap, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est possible. On fait une réévaluation. Les réévaluations sont périodiques, souvent 3 à 5 ans provincial, 5 à 7 ans fédéral, des fois on est indéterminé. Ce qui est important, c'est que tout le monde signe, le médecin, le patient, tout le monde, que s'il y a un changement, on va avertir l'ARC, puis on continuera pas à profiter d'un crédit qui serait indu. On dit dans l'année. Si tu es accepté dans l'année 2016, tu as toute l'année 2016, même si tu es accepté en décembre. Donc, si tu guéris en décembre 2025, mais tu n'auras pas l'année 2025 parce que tu as guéri. On dit toujours pour être admissible au CPH, il faut que ça fasse environ 12 mois en arrière et prévisiblement un bon 12 mois en avant. Donc, si tu es guéri, ben, tu ne l'es plus, tout Ok. simplement. Si au Rapidement pour le... 31, si au Oui, 31 décembre, tu n'es pas CIPH, ben, tu ne l'as pas. C'est au 31 exactement. décembre, c'est ça. Pour le REI, ça, j'ai eu souvent la question là-dessus. Il se passe quoi avec mon REI si je perds le crédit d'impôt? Oui, Parce que pour faire partie de ton REI, il faut que tu aies 60 ans et moins pour être capable de l'ouvrir. Ben, moins que 60 ans, excusez. Là. C'est le 31 décembre de l'année, tu as 59 ans pour l'ouvrir. Mais pour avoir des subventions et bons, c'est le 31 décembre de l'année, tu as eu 49 ans. Donc, tu peux quand même cotiser entre 50 et 59 ans. Ça devient comme un gros CELI de 200 000. C'est quand même super C'est intéressant, on en ça. jasera plus tard. En gros, il se passe quoi? J'ouvre mon compte, moi là, je l'ouvre là, parce que mon crédit d'impôt, ce qui se passe quand tu vas demander au fédéral, on va souvent te donner une date. Hey, t'es bon là, mettons rétroactif 2004 jusqu'à 2030. Il se passe quoi en 2030? Ben, faut que tu te refasses réévaluer, savoir ta condition, est-ce qu'elle perdure encore dans le temps, ou ça s'est amélioré ou autre. Ça se peut que tu le perds. Ça se peut que tu le retrouves en 2032, par exemple. Il se passe quoi avec ton placement pendant ce temps-là? Tu as ouvert ton REI, tu as reçu une subvention, j'ai dit tantôt, faut que tu gardes l'argent minimum 10 ans. Fait que si tu fermes le compte, tu retires ton argent woke, le gouvernement, il reprend tout son cash au complet. Ça se casse pas la tête. Fait que ça fait pas 10 ans, ça c'est un problème. Si tu décaisses n'importe quel montant avant que ça fasse 10 ans, le gouvernement, il reprend tout le temps 3 fois la subvention. Fait que tu retires 1000, le gouvernement, il retire 3000 de son bord. Ça peut faire mal. Donc, là,
j'ouvre mon compte, je l'ai ouvert pendant 4 5 ans, je perds mon crédit pendant 2 ans. Là, mon compte, il se passe quoi avec? Tu le restes ouvert, tu peux juste plus cotiser dedans. Là, finalement, il se passe 10 ans entre-temps. Ça veut dire qu'à bout de la 10e année, je peux commencer à décaisser mon cash? Non. Il faut que tu sois 10 ans avec le crédit d'impôt. Fait que ça fait une pause. Puis là, après ça, on recommence après ça. Puis là, après ça, tu pourras le décaisser par après. Ça ne sera pas un problème. Mais il faut toujours garder en tête, c'est 10 ans avec le crédit. Si tu t'offres pas ton 10 ans total, tout retourne au gouvernement. C'est garder ça en tête. L'autre question rapidement que j'ai reçue qui est très bonne aussi, là. Euh, Mon enfant est accepté au fédéral, mais pas au provincial. Je voudrais avoir des conseils pour que mon enfant soit accepté pour le provincial. Je compte refaire la demande. C'est qu'est-ce qui se passe à partir de là? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est simple. Dans le fond, je réexplique la différence fédérale-provinciale. Au fédéral, c'est un médecin évaluateur qui va probablement accepter si votre enfant est handicapé, de reconnaître qu'il est handicapé. Au provincial, ils ont inventé un beau comité de spécialistes qui vont discuter, avoir des opinions, puis décider. Puis c'est pas rare qu'il faut faire une, deux, trois demandes, puis qu'il faut bonifier beaucoup, expliquer énormément. Puis là, on n'est plus comme dans le formulaire fédéral où on envoie le formulaire avec maximum une page avec une lettre explicative. Là, il faut tout envoyer. C'est la course au dossier, la course au papier, puis surtout la course aux professionnels qui vont être capables d'expliquer les vraies difficultés dans la vie quotidienne pour les parents. Parce que je vous l'ai dit, on n'est plus dans l'handicap, on tombe carrément dans l'invalidité. Fait que ceux qui vous disent que c'est l'handicap pour enfants, ça n'existe pas. Pour enfants, ça n'existe pas un handicap. On est invalide. On tombe dans l'invalidité. Puis c'est vraiment des critères différents. Pour un adulte, l'invalide, ça veut dire l'incapacité à occuper n'importe quel emploi, ce qui n'est pas le cas pour un handicap. On peut travailler et être handicapé. Pour un enfant, c'est qu'il va empêcher le parent, il va l'hypothéquer dans sa vie quotidienne. Donc, non seulement il faut expliquer ce que l'enfant vit, lui, dans sa vie quotidienne, pourquoi ça lui crée des retards, mais il faut aller expliquer pourquoi le parent perd des revenus. Parce que c'est quoi un crédit d'impôt, Patrice puis Cécile? C'est un rabais sur de l'impôt. Puis un rabais, c'est une économie. Puis de l'impôt, c'est quoi? C'est de l'argent. Puis de l'argent, c'est du temps cristallisé. On dit souvent, on va échanger du temps contre de l'argent. Le gouvernement ne peut pas redonner le temps aux parents, fait qu'il donne des crédits d'impôt et des subventions. Parce qu'il ne peut pas redonner le temps. Fait qu'il faut prouver les pertes de temps. Souvent, moi, ce que je dis, c'est on est des inspecteurs, puis nous, notre travail chez RAM Québec, tous nos spécialistes, c'est de noter les pertes de temps puis de bien les expliquer. Fait que c'est ça, il faut vraiment prendre le temps de monter des dossiers très solides. J'adore les psychoéducatrices puis les travailleurs sociaux pour monter ces dossiers-là. Ils ont beaucoup de patience, beaucoup d'expérience. Ils en ont rempli beaucoup dans le réseau, souvent refusés, mais à la longue de resoumettre, par la longue de monter un dossier, il y a moyen d'aller chercher les sommes. Par contre, je tiens à préciser que les sommes provinciales, quand on est au palier 1, puis là, quand on est refusé, on n'ira certainement pas au palier 2, 3 si on avait bien rempli nos documents. On va au mieux aller au 1. C'est pas des grosses sommes d'argent. On n'est pas comme dans le CIPH avec des gros retours d'impôts dans les milliers et milliers et milliers de dollars. Donc, souvent, je vais malheureusement recommander aux familles plus d'abandonner les démarches au provincial, se concentrer sur le fédéral, puis mettre le temps plus sur l'enfant que sur 200 dollars par mois qui risque d'être très, très difficile à avoir, là. Pour les demandes provinciales, prenez un professionnel pour vous épauler parce que vous allez laisser votre santé. J'ai vu des familles là, laisser leur santé pour aller chercher 200 pièces par mois. Ça vaut pas la peine. Moi, j'ai une autre question, c'est faillite. Puis c'est là que je vais amener les gens à dire, écoutez, prendrez contact directement avec nous, parce que là, ça vient vraiment très, très pointu. Des Oui. questions de faillite, puis de déclaration de revenus, tout. C'est tellement du cas par cas. On ne peut pas répondre général de même. Il Non. y a beaucoup trop de choses à prendre en considération. Euh, Moi, je dans tous pense les que cas, Patrice, des cas comme je lis, là, 10 ans avec 2016, ainsi de suite, ça sera un cas pour aller voir notre futur spécialiste qui s'en vient, là. Lui, pour aller prendre un Teams avec, poser quelques questions, puis ensuite avoir leur juste. On parle d'un syndic de faillite qui a quand même, je pense, c'est autour de 40 ans d'expérience, là. là, la C'est une question était sommité. surtout savoir, mettons, là, si je vais avoir 50 ans, c'est-tu le temps ou jamais je fasse une demande ou pas? C'est tout le temps le temps. Tout On le s'en temps. fout, là. Rendu Surtout là, qu'on là, est dans le si. 10 ans rétroactif. Tu n'auras jamais rien gagné. Puis la prestation canadienne pour personnes handicapées, on n'en a pas parlé, mais c'est admissible. Elle va venir t'aider tout de suite. J'imagine que si tu me parles de cette condition, de cette façon-là, c'est que tes revenus doivent être un mélange d'aide sociale, de RRQ. Puis rendu à ce moment-là, le 200 dollars par mois, c'est une énorme différence, là.
Puis pas juste ça, même en placement, là, même si tu mettrais ça en fonds distinct pendant qu'il Je est suis gelé d'accord. 2 ans, qu'il a bénéficié à irrévocable, puis toute la cochonnerie là, pour dire hey, je me renseigne insaisissable. Si tu fraudes le gouvernement pour retourner en arrière et chercher ton argent pareil. Fait que t'as pas moyen de contourner une faillite puis assez niaiser avec ça. Non, Sinon, ben, tu peux, mais la prison existe aussi. Là. Fait qu'on le déconseille. c'est jamais Dernière question, payant. Moi, oui. on va terminer avec la dernière question Oui. que j'ai là. Il est écrit sur mon formulaire acceptation au CIPH de 2025 et les années à venir. Ça te dit que je l'ai à vie, ça? Oui, et ça veut dire qu'il a été accepté sans rétroactif. Ça veut dire que si la condition dure depuis plus longtemps, le médecin n'a pas coché la bonne date. Ce qu'il va falloir faire, c'est soumettre un nouveau T2201 fédéral. Peut-être le provincial, ce sera bon d'aller vérifier. Souvent, ils font l'erreur dans les deux. Puis aller chercher la bonne date pour aller avoir le droit au rétroactif. Félicitations pour votre reconnaissance pour le maintenant et pour toujours. Félicitations, c'est vraiment le fun. Par contre, si vous aviez le droit au rétroactif, ça vaut la peine de re-remplir un T22. C'est long, c'est désagréable, mais ça peut représenter un 30 000 des fois, là. Ça vaut la peine de regarder votre situation. Puis si votre rétroactif, vous pensez que vous y avez le droit, allez chercher vos droits. Comme on dit souvent, moi et Patrice avec Cécile, allez chercher toute l'aide et les sommes qui vous sont dues. Vous volez personne, là. Ça vous est dû. Exact. Ça. Puis, y a-t-il un risque qu'elle perd son année à venir à faire une nouvelle demande? Vont-tu réévaluer et dire Non, finalement, non. c'est peut-être pas à vie? Non, c'est vraiment, on soumet juste, on fait on resoumet, parce qu'on a le droit, quand on fait une demande de CPH, on a le droit de faire une bonification, une. Fait que c'est facile de resoumettre un deuxième formulaire avec une lettre explicative disant on n'a pas mis la bonne date pour le rétroactif. Revenu Canada vont juste faire l'ajustement, vont accorder le rétroactif, puis ensuite on fait les redressements, puis c'est réglé. Mais dans le Merveilleux. cas que tu dis, Patrice, ça se peut que, bon, c'est 2025 et à venir, parce que ça se peut que la personne, elle a fait un ACV maintenant, Mhm. puis qu'elle là, est tellement handicapée que ça ne reviendra pas, puis que ça va être pour toujours, mais qu'il n'y avait rien avant, là, tu sais. Je comprends, parce qu'il y a des C'est handicaps possible aussi, évidents, là, je Cécile, veux dire, oui. quelqu'un qui n'a pas d'yeux, c'est assez évident, là, ça reviendra pas, là. Mais je vois C'est souvent ça. des problèmes de date quand on voit l'année courante là, en général, parce que Cécile, c'est pour ça que je parle de ça, parce que l'année courante, oublie pas, on a un système de santé qui est très lent. Fait que les Ah oui? chances que la personne ait été diagnostiquée et acceptée la même année, c'est quasiment impossible. C'est tellement long d'être accepté, c'est tellement long d'être diagnostiqué, forcément, ça doit faire des années que ça dure. Fait que Oui, 2025 et accepté en 2025, je crois pas. C'est oui, rare, à moins oui, que il y a un piano à queue qui te tombe dessus, puis la personne remplit de ses pêches tout de suite, l'envoie au gouvernement, c'est accepté, puis on est toujours en 2025. En tout cas, moi, j'en ai fait plus de 100 cette année des dossiers personnellement avec mon équipe, puis aucune personne n'a pu être handicapée et reconnue en 2025 la même année. Fait que je suis d'accord que ça peut arriver, Cécile, mais en général, c'est le médecin qui a pas mis la bonne date, d'après moi. oui, c'est vrai. Parfait. Là, les autres questions, je pense qu'on va arrêter ça là. J'en avais d'autres qui Ouais, rentraient par c'était. Facebook, là. Fait que ça fait déjà 1 heure. Je vais regarder pour prendre peut-être les meilleurs moments puis essayer de mettre ça directement sur Facebook après. Pour les autres, là, on se demande, là, je fais quoi, là? Là, on a parlé, j'ai un diagnostic, j'ai un trouble, qu'est-ce qui se passe? La façon la plus simple, là, va sur ramquebec.com ou scanne ça, ou fais juste cliquer ou nous envoyer un courriel ou nous appeler directement ou autre. On a un accueil. L'accueil Oui. fait quoi? On va te dire carrément, t'es-tu à la bonne place? Écoute, je viens de voir parce que je pense que j'ai un TDAH, puis il faudrait peut-être que je fasse des démarches, puis j'ai peut-être droit à des crédits. Je pense que les autodiagnostics, un, c'est insultant pour ceux qui ont des vrais troubles. Puis deux, ben, ça donne pas grand aide nécessairement. Donc, sur le volet, on va essayer d'aider ceux qui ont vraiment des diagnostics pour commencer. On s'entend, on ne pourra pas aider nécessairement tout le monde pour le moment. On agrandit l'équipe, on grossit l'aide qu'on peut. Il y a certains handicaps on sait qui sont reconnaissables, mais qu'on ne peut pas nécessairement prendre en charge jour 1. On va tout vous dire ça d'avance au téléphone. On va vous expliquer tous les accompagnements qu'on fait. Donc, il y en a qui ont juste besoin de l'accompagnement fiscal. Il y en a d'autres qui ont besoin de l'accompagnement pour aller chercher le crédit d'impôt. Il y en a d'autres qui ont besoin d'aide juste pour la REI. C'est assez simple. Tu scannes ça ou tu vas directement sur le site. On a un formulaire. Le formulaire, comment il est monté, c'est autant tu peux être un professionnel en service financier, il dit je vais inscrire un client. Tu peux être un médecin, il dit écoute, telle personne, c'est évident, allez le prendre en charge. Tu peux également le faire pour un proche. Écoute, je suis un parent qui inscrit mon enfant directement. Je fais ça pour un ami, un proche, un parent, un grand-parent, peu importe. Tu peux taguer qui tu veux là-dedans, comme tu peux faire une demande pour toi-même. Fait que dans l'ordre, qu'est-ce qui se passe dans les prochaines étapes? Tu te fais contacter directement par notre équipe. On te pose les questions qu'il faut pour savoir si c'est vraiment toi qui as fait une demande pour commencer. Euh, on prend en charge du début à la fin.
On explique tout ce qu'on peut faire comme accompagnement. Puis là, à partir de là, on te prend par la main puis on voit avec toi jusqu'où on peut aller dans tout ça. On fait les demandes de formulaires, on fait la correction des états financiers, on fait les ouvertures de REI, on fait tout au complet. On a une énorme équipe pour prendre en charge le maximum de gens. Puis à partir de là, bon, on fait juste vous répondre. On a également un groupe qui s'appelle CIPH, Crédit d'impôt pour personnes handicapées. La majorité nous ont trouvé aujourd'hui via ce groupe-là. Donc, c'est un groupe qui sert uniquement à parler du crédit d'impôt, échanger entre les personnes. On essaie de faire de la modération, garder ça le plus pertinent possible. Donc, le monde qui comprendrait des fois, on essaie de filtrer un peu. Prenez-le pas personnel, des fois on coupe certaines questions qui ont pas rapport, mais on essaie de répondre à tout le monde pour rendre ça le plus efficace possible. Donc, n'hésitez vraiment pas pour vos questions. N'hésitez vraiment pas pour votre implication. Merci à Ben, merci à Cécile d'avoir été là aujourd'hui. Je pense que les gens ont bien apprécié. On a eu beaucoup de questions également. Donc, on va continuer de partager et d'aider le monde le mieux qu'on peut. Puis on va essayer de refaire un petit webinaire comme ça à l'avenir également. C'est beau. Donc, sur ça, merci aux gens d'avoir été présents. Et on se dit à la prochaine. Au revoir. Bye. Merci.